compter sur elles pour venir partager avec nous leur expérience sur ce qu'est la résilience par rapport donc à comment surmonter les effets d'une crise. Nous allons recevoir à cet effet ce matin, je l'ai dit tout à l'heure, 4 éminentes personnalités. J'ai cité en premier quelqu'un dont le seul nom suffit donc à évoquer des souvenirs immémoriaux dans nos mémoires. J'ai cité donc le ministre René Dibi, qui est aujourd'hui là, chef de village de Lopou, président de l'association des chefs du Léboutou et membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci encore, monsieur le ministre, pour les émotions que, sous votre conduite, nous avons vécues en 92. Avec monsieur le ministre, il y aura une personnalité éminente que j'ai beaucoup de plaisir à fréquenter et à avoir dans mon agenda. Il est un éminent économiste, économiste du travail et du développement, spécialiste des politiques d'emploi et des ressources humaines, maître de conférences agrégé à l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et actuellement conseiller technique de monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. J'ai nommé le professeur Quadio Beignet Marcel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Notre troisième hôte est quelqu'un que vous connaissez tous aussi et que j'ai énormément de plaisir aussi à avoir dans mes relations. Et d'ailleurs, nous nous retrouvons dans beaucoup de cadres de consultation, de dialogue social où nous travaillons ensemble. Il s'agit donc de M. David Blé, secrétaire général de la centrale syndicale Dignité. Et va se joindre à nous lorsqu'il sera sorti des dédales et couloirs de ce majestueux palace, M. Pascal Bernusconi, qui est vice-président de Endeavour Mining, une société de recherche minière. Ces 4 personnalités donc sont là devant vous pour animer le panel qui porte sur le thème principal de prévention et outils de résilience face aux crises sociales et sociétales. Ah, pendant que je l'annonçais, M. Bernusconi arrive. Merci de vous joindre à nous. Donc, si vous voulez lui faire une ovation, merci. On m'a détourné dans une mauvaise salle. D'accord. C'est bien ce que je disais. Je me disais, bon, avec tous les dédales qu'il y a dans ce bâtiment, quelquefois, on s'y perd. Alors, je disais donc, pour revenir au sujet, que je suis certain que nous partageons tous dans cette salle l'avis des membres du comité scientifique pour soutenir qu'une crise, quelle qu'elle soit, ne doit pas nous laisser sans réaction et abattus. Bien au contraire, nous savons tous que le monde n'est pas un long fleuve tranquille et que le monde des affaires, lui aussi, est parsemé d'embûches et de situations pour lesquelles nous devons avoir des plans et des moyens de les surmonter. Et c'est pour cela donc que nous avons fait appel à ces 4 personnalités pour nous entretenir chacune d'un chapitre que nous leur avons dédié et sur lequel donc elles disposeront d'un temps de 15 minutes pour faire un exposé. Et à la suite donc des exposés qu'elles nous auront faits, ces 4 personnes, il vous sera accordé 10 minutes pour que vous aussi puissiez contribuer sur le thème central. Et nous sommes certains que vous le ferez parce que votre présence ici justifie certainement à la fois votre intérêt pour le sujet et certainement aussi le fait que vous ayez un commentaire à partager avec nous. Nous allons commencer donc dans l'ordre où je vous ai présenté ces personnes avec Sa Majesté le ministre René Dibi, ici donc chef du village de Lopou et membre de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. À Monsieur le ministre, donc, il a été imparti de nous commenter
quelle est la contribution de la chefferie traditionnelle? Et à travers donc cet objectif général, nous souhaiterions qu'il puisse débattre aussi du regard de la chefferie traditionnelle sur les mutations de la société ivoirienne et des approches de transformation et de construction de l'Ivoirien nouveau. Monsieur le ministre, monsieur le roi. Merci. Vous savez, je sais pas, ma voix ne porte pas trop, elle a toujours été enrouée comme ça depuis l'âge de temps, mais venant des confins du pays, ne vous attendez pas à un exposé académique. Nous venons des confins des villages, c'est tout à fait normal qu'avec le peuple de base, nous soyons aussi à la base. Alors, prévention et outils de résilience face aux crises sociales et sociétales. Tel est le sujet soumis à la réflexion de ce panel. En prenant part à cette réflexion, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, selon les organisateurs, doit répondre à la problématique de la contribution de la chefferie traditionnelle à la résolution des crises sociales et sociétales à partir de l'état des lieux, des mutations de la société ivoirienne et des approches de transformation et de construction de l'Ivoirien nouveau. Mais avant d'aborder le sujet proprement dit, il nous apparaît opportun de dire un mot sur ce type de crise. La crise est une notion très équivoque, complexe et multiforme. Elle se définit comme un phénomène de dysfonctionnement qui rompt le fonctionnement normal et harmonieux du système social. Elle est une rupture d'équilibre. Elle se présente toujours comme étant le contraire du consensus social et de la coopération entre groupes sociaux à l'intérieur de la société globale. On peut ainsi parler de crise sociétale et de crise sociale. La crise sociétale implique tout ce qui concerne ou se rapporte à la société tout entière. Elle renvoie par exemple à la crise de conscience ou de civilisation, à la crise économique ou monétaire, à la crise politique ou gouvernementale, à la crise de l'éducation, à la crise sanitaire comme le Covid-19, qui aujourd'hui est la vedette. Les crises sociétales non résolues ou latentes conduisent inexorablement souvent au conflit ou à une crise sociale. La crise sociale, quant à elle, fait référence à nos interactions et coexistantes entre d'autres humains, d'autres groupes sociaux. Elle renvoie au combat, aux disputes, batailles, heurts, chocs, en un mot au conflit. Regardons sur les mutations, la mutation de la société ivoirienne. Pour une question de rigueur et de compréhension, nous allons limiter à une certaine période. Nous allons prendre la période de 1960 à 1980, après l'indépendance. Ainsi donc, dans les 2 premières décennies de la Côte d'Ivoire, on laissait entrevoir de véritables potentialités de développement. On a même qualifié l'évolution du pays de miracle ivoirien. Les indicateurs de cette croissance économique ont été accompagnés d'un important flux migratoire et d'un mouvement général ascendant de ces différents paramètres économiques et sociaux. À cette époque, la Côte d'Ivoire a vécu dans une relative atmosphère de paix politique et sociale qui a permis une coexistence pacifique entre les populations et les communautés malgré l'importante immigration dans les régions rurales et urbaines. À la suite de cette période euphorique, la Côte d'Ivoire va connaître de nombreuses difficultés économiques, comme la mévente des produits agricoles de rente dès les années 1980. Sur cette mévente des produits, il s'est greffé d'autres difficultés nouvelles, nées par exemple de la resurgence du multipartisme politique et des errances conflictuelles. Parce qu'effectivement, le multipartisme existait, mais il était en berne. À la faveur de ces conflits amplifiés par les querelles intra- et inter-régionales et ethnoculturelles, le climat social général s'est progressivement dégradé. Les querelles politiques, notamment les luttes pour le pouvoir d'État, ont conduit les tensions
intenses, internes à leur paroxysme, avec des tentatives de coup d'État, puis le coup d'État de 1999. Le déchirement du tissu social national est gravement constaté entre le nord et le sud du pays, et une sérieuse remise en cause du climat social fraternel s'observe entre les partis politiques. Les militants sont sur fond de discrimination, de méfiance et d'incompréhension. Les guerres de 2002 et 2010, consécutives aux questions électorales et à la gestion du pouvoir d'État, marquent un temps fort dans l'expression plurielle du conflit national ivoirien. Tribalisme à peine voilé des rapports sociaux, discrimination orientée en fonction d'intérêts sectaires, sélectivité des rapports humains en fonction de préférences subjectives inavouées. Une situation qui met en cause ce qui paraissait être au lendemain de l'indépendance, ce qui paraissait être un idéal. La construction de la nation ivoirienne sous le triple signe de l'union, la discipline et le travail. La pauvreté, l'immigration, l'exode rural et l'urbanisation accélérée ne font qu'alimenter les foyers de tension avec la question foncière, qui est très importante, d'une part, et celle de l'emploi et des niveaux de vie d'autre part. Cet itinéraire historique et ces charges économiques, sociales, culturelles et surtout politiques qui caractérisent les mutations sociales de la société ivoirienne appellent bien la nécessité d'opérer des changements majeurs en direction de l'Ivoirien nouveau. Approche et transformation de construction de l'Ivoirien nouveau. Ivoirien nouveau, concept ou doctrine du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi sa vision politique porte ou comporte des rudiments et des sédiments d'un développement harmonieux et durable de la Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Ce concept invite à changer de comportement, de mentalité, d'état d'esprit pour acquérir un supplément d'âme orienté vers une dynamique émergente. À ce concept ou à cette vision politique sont mises en place des approches dans des domaines ou secteurs différents pour y parvenir. Je vais donner par exemple deux exemples. La création du CDVR, Commission Dialogue et Vérité, visant à remédier à la violence, au sentiment de haine et de méfiance qui menaçaient la cohésion sociale et le pacte républicain. La CDVR devait donc faire face à cette situation pour préserver la Côte d'Ivoire d'une plus grande confrontation sociale en créant dans l'esprit des Ivoiriens le nouveau vivre ensemble. Dans le domaine donc de nos traditions, par exemple, eu égard à l'importance de la chefferie traditionnelle, détentrice des us et coutumes dans la vie de la nation ivoirienne, il est apparu nécessaire de lui conférer une assise légale à travers la loi portant création de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRSCT. En effet, l'Ivoirien nouveau vise aussi la maîtrise de cette tradition, celle-ci étant le socle du développement. Maintenant, nous allons arriver à la contribution de la chefferie traditionnelle à la résolution des crises sociales et sociétales. Quelle contribution? Au terme de l'exposé, il faut signaler que la gestion des conflits ou la résolution des crises sociales fait partie depuis toujours des activités quotidiennes des autorités traditionnelles. En tant que détenteurs des us et coutumes, elles ont toujours usé de sagesse pour maintenir la paix dans leur contrée, dans leur terroir ou village respectifs. Elles ont ainsi dire un rôle prépondérant dans la résolution des crises sociales et sociétales pour les raisons suivantes. Toutes les populations ivoiriennes, quelle que soit leur localisation sur le territoire national, sont sous l'autorité coutumière d'une autorité traditionnelle. Chef de famille, chef de clan, tribu, province, canton. Le maillage de la chefferie couvre donc toutes les régions. Étant en contact avec la population, ils assurent par les mécanismes endogènes la paix permanente. On peut citer
quelques-uns de ces mécanismes. Je ne sais pas si vous savez, les alliances à plaisanterie. Par exemple, en Dida et à Djoukrou, ne peut pas avoir d'agression parce qu'il y a une alliance. Il y en a beaucoup comme ça sur l'ensemble du territoire. Les alliances interethniques et interculturelles, les alliances intergénérationnelles. Maintenant, le totémisme, qui vient du mot totem, hein, les masques, et puis le mariage exogamique, c'est-à-dire épouser quelqu'un de l'autre clan ou un rapprochement, pour éviter des palabres. Les autorités traditionnelles constituent un trait d'union entre la population et l'administration, un relais de premier ordre dans la gouvernance politique, surtout en milieu rural. Avec la reconnaissance légale de leur corporation, les autorités traditionnelles sont investies d'un pouvoir qui renforce leur crédibilité et leur représentativité pour mieux participer à cette entreprise de paix sociale. Et je profite de cette tribune qui m'est offerte pour remercier le président de la République, Alassane Ouattara, et lui rendre un hommage appuyé au nom de Sa Majesté Tanoé Désiré, président de la Chambre, au nom du directoire de la Chambre, au nom de tous les chefs de Côte d'Ivoire, pour ce cadre juridique et institutionnel. Nous pouvons assurer à tous, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels jouera pleinement son rôle pour la paix et la cohésion sociale dans la transparence, car elle est apolitique, anethnique, aconventionnelle, avec le sens le plus privatif du mot « a ». Que Dieu nous bénisse. Votre intervention va certainement susciter des commentaires et des réactions, mais s'il vous plaît, vous voudrez les noter pour la fin de la session. Le deuxième intervenant est M. Beignet, professeur Beignet, qui lui va nous entretenir sur le thème « Quelle est la politique gouvernementale et quelles sont les dispositions légales et réglementaires permettant d'apporter les réponses appropriées aux crises sociales et sociétales ». Étant entendu qu'à l'occasion, il nous dira quel est l'état de lieu de la société ivoirienne post-crise, ainsi que les dispositifs, approches et outils de gestion des crises sociales et sociétales en vigueur. Et ma tâche a été très allégée par l'intervention du ministre, qui a fait quand même l'état des lieux de la société ivoirienne post-crise. Il a bien fait le tour depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, donc ce sera plus nécessaire de revenir sur les mêmes choses. Permettez-moi d'insister sur la crise qui concerne les entreprises, parce que je crois que les Américains disent « no free lunch ». Si la CGC nous invite ici, c'est des crises par rapport aux entreprises, certainement. Et donc, c'est cet angle-là que je vais privilégier pour voir quelles sont les initiatives gouvernementales. Mais le ministre a donné les définitions de la crise. Je voulais retenir celle qui se focalise sur la crise qui concerne les entreprises. Et c'est un spécialiste qui l'a dit, il s'appelle Darsa, il dit qu'une crise est une situation atypique. Atypique qui est susceptible de remettre en cause la pérennité de l'entreprise à plus ou moins long terme et qui nécessite la mise en œuvre de moyens humains, techniques, financiers, matériels, organisationnels pour son traitement. Donc certainement que la CGCI est fortement intéressée de savoir quels sont les moyens que le gouvernement déploie pour adresser la question de la crise que nous... Alors, évidemment, le ministre l'a dit, il y a plusieurs types de crises. Bon, vous voyez que la Chambre des rois, chef, est plus outillée pour adresser les crises sociétales. Okay? Et donc, je vais plutôt, moi, mettre l'accent sur les crises des sociétés, notamment de l'entreprise. Alors, mais je voudrais quand même, avant de proposer des solutions, des outils, les mesures qui sont prises, c'est que il y a plusieurs enjeux. Les crises ont plusieurs enjeux.
il y a les enjeux, ce qu'on appelle des enjeux financiers. Et si nous prenons le cas de la pandémie de Covid, les entreprises ont été affectées sur le plan financier. On a noté que certaines entreprises ont connu une chute de leur chiffre d'affaires. Le résultat net s'en est ressenti automatiquement et ça a également engendré beaucoup de licenciements un peu dans les désordres. Donc il y avait eu une sorte d'effet d'aubaine et on a noté que la crise a des enjeux financiers, mais aussi des enjeux, j'allais dire, sociaux, parce que cette crise sanitaire a envoyé au sein des conflits parfois terribles au sein des entreprises. Je pense que les responsables de société qui sont là, tout à l'heure certainement que le représentant des syndicats des travailleurs en dira davantage, il y a eu beaucoup de conflits qui sont développés dans les entreprises constituant cette crise. Bon, alors, donc, il y a un enjeu social. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que, de façon globale, c'est que toutes ces menaces ont posé la pérennité des entreprises. Puisque certaines entreprises ont fermé les portes à la suite des mesures prises par le gouvernement et d'autres n'ont pas pu résurgir, sont restés dans leur coma et certainement qu'on s'achemine certainement vers leur disparition totale. Mais si on veut envisager des solutions pour une crise, il faut noter que en ce qui concerne l'entreprise, il y a deux types de crises qu'on peut observer. Il y a les crises internes de l'entreprise et les crises externes, c'est-à-dire les crises qui sont dans l'environnement de l'entreprise, qui impactent l'entreprise. Alors, quelles sont les crises internes? C'est que, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une crise d'organisation. L'entreprise, au niveau interne, le manager ne réussit pas à avoir une bonne gouvernance de sa structure. Et donc, ça peut entraîner une crise à l'interne de l'entreprise. Alors, il peut y avoir une crise de motivation parce que certains employeurs, certains employés ont perdu confiance à leur manager, qui a peut-être profité de la crise pour réduire leur salaire ou alors pour les mettre en chômage technique. Même quand ils ont été rappelés parfois, et ces personnes ont perdu confiance. Ils savent que tout peut leur arriver par la faute de leur employeur, qui parfois, lui, a dû réagir en réaction à la nouvelle situation. Alors, donc tout ça, toutes ces crises internes ne peuvent pas être adressées de la même manière comme si c'était une crise externe. Alors la crise externe, c'est que l'État a décidé, à la suite d'un communiqué, que les entreprises doivent fermer. Donc les entreprises subissent l'environnement. Bon, ce sont des exemples que je donne pour illustrer les crises que peut subir une entreprise dans un environnement économique et social. Vous avez parfois des situations politiques qui ne sont pas bien réglées. Les entreprises peuvent en subir. On a vécu beaucoup de situations, le ministre l'a dit. Nous avons connu en Côte d'Ivoire des entreprises qui ont subi des effets collatéraux, parfois des grèves ou alors même simplement que les employeurs, les travailleurs ne peuvent pas aller au travail parce que les routes sont barrées. Ou alors des décisions parfois qui sont inopportunes sont prises sans analyse profonde. Et donc tous ces éléments, bon, vous avez parfois le délestage de l'électricité qui a impacté, ce sont des éléments externes à l'entreprise. Alors donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte pour envisager des solutions. S'il s'agit des crises à l'interne ou à l'externe, les mesures ne peuvent pas être les mêmes.
Mais alors, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait en ce qui concerne, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour faire face aux crises internes? Je pense qu'il y a des mécanismes qui ont été prévus dans le dispositif du travail, notamment le Code du travail. Nous avons des mécanismes, il y a le Conseil national du dialogue, il y a beaucoup de structures qui sont prévues, je pourrais citer quelques-uns. Il y a la Commission consultative du travail, il y a le Conseil national du dialogue social, c'est-à-dire que c'est un espace où on a les différents partenaires sociaux. Des problèmes peuvent se poser au sein des entreprises, donc comment est-ce que, avec l'appui des syndicats, des employeurs et des travailleurs et de l'État, comment est-ce qu'on peut trouver une solution? Donc il y a des mécanismes qui existent, c'est bien organisé, ces mécanismes ont des sessions. Tout à l'heure, le modérateur l'a dit, qu'il rencontre fréquemment l'un des panélistes dans ces cadres. Ces commissions nationales du dialogue social constituent un espace d'échange entre les différentes entités qui représentent les intérêts à la fois des travailleurs, des employeurs de l'État pour adresser les questions qui se posent aux entreprises. Et au niveau de la crise externe des entreprises en Côte d'Ivoire, si nous prenons le cas, le ministre l'a dit, il y a eu des... On va arrêter une minute. Alors donc l'État a mis en place de fonds pour aider les entreprises à faire face aux chocs qu'elles ont subis. Et mesdames, messieurs, je vais dire, c'était une bonne expérience. Si nous avons eu le temps, d'autres espaces, on vous aurait dit, je suis dans le fonds de soutien des PME. Mais c'est beaucoup de millions qui ont été donnés aux PME qui sont en train de sombrer. J'allais dire que le démarrage a été un peu difficile parce que les responsables des PME avaient cru qu'on allait donner les fonds sans documents, sans preuves, ainsi de suite. Ça a été difficile, mais elles ont compris qu'il s'agit des ressources de l'État qu'on ne peut pas donner à des gens pour en disposer comme ils veulent. Donc il fallait des preuves. Mais ce qui est important à noter, c'est que ça a permis à beaucoup de personnes qui n'avaient pas de contrat de travail, parce que la condition, il fallait que les travailleurs soient déclarés à la CNPS. Et il fallait que les entreprises qui veulent être bénéficiaires aient réglé leurs factures aux impôts. Voilà, donc ça a été intéressant quand même, il faut noter. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont être soutenues doivent être en règle vis-à-vis des impôts et des charges sociales. Alors donc, face à cette crise, l'État a fait des interventions. Vous vous souvenez qu'il y a des factures d'électricité qui ont été échelonnées sur plusieurs périodes. Bref, il y a eu pas mal de mesures, mais ce qu'il faut noter, un élément important, c'est que le Code du travail de 2015 est en révision compte tenu justement de cette crise. Là, ça va être une mesure structurée parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui ont été frappées par le chômage, c'était le chômage technique. Le chômage technique n'était pas adressé dans le Code du travail. Vous savez, quand nous enseignons, quand nous parlons de chômage technique, les gens pensent que c'est une vue de l'esprit. Mais la Côte d'Ivoire a vécu le chômage technique. Donc, par rapport à cette situation qui n'était pas prévue dans le Code du travail, il y a une ordonnance qui est préparée, j'allais dire. Les discussions sont largement avancées avec les différents partenaires. Et donc, désormais, dans le Code du travail, le chômage technique est pris en compte. Parce qu'il y a des implications. Hein. S'ils sont pris en compte, ça veut dire qu'il y a les éléments qui vont avec le chômage technique. Alors, il y a un autre élément important qu'il faut noter, c'est le régime télétravail. La question du télétravail également, un décret va être pris pour encadrer le télétravail. La compréhension des acteurs n'était pas la même. Il y en a qui pensent que télétravailler, c'est pas de grand chose, mais parfois c'est plus de travail que lorsque on est sur le lieu de travail. Et donc tout ça doit être encadré et doit être pris en compte désormais dans le contrat du travail. Donc ces outils sont, j'allais dire, très bientôt sur la table du gouvernement. Et donc c'est ça qu'il faut noter, c'est une réforme majeure
le gouvernement a tenu compte, j'ai encore une minute, le gouvernement a tenu compte de ces changements, des crises qui peuvent survenir. Donc désormais, si on a des crises en Côte d'Ivoire, les gens, ils peuvent travailler en dehors de l'entreprise et cela est pris en compte. Donc, monsieur le modérateur, le temps qui m'est parti est tel que je suis obligé de m'arrêter, mais je voudrais au nom du ministre Adama Kamara dire merci à la HGCI qui a souhaité qu'il vienne lui-même vous dire de vive voix les initiatives gouvernementales. Mais en gros, c'est ce qu'il aurait certainement dit, que je viens de dire, mais peut-être avec beaucoup plus d'autres... Enfin, tout dépend du style de chacun, mais lui étant la première autorité, peut-être qu'il aurait dit autre chose pour l'instant qui ne sont pas à ma possession. Mais, donc, en son nom, je voudrais dire merci à la Confédération. Et les réflexions, vous dire que nos réflexions sont toujours en cours. Nous n'avons pas arrêté la machine. Nous sommes en train de travailler sur certains modèles pour que tous ces effets des crises qui vont venir, qui ne sont pas encore achevés, parce que la pandémie n'est pas encore achevée. Auquel il a dû faire face. Monsieur. Merci. Ça fait beaucoup tout ça. Hein. Ah oui. Écoutez, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que je suis très heureux d'être ici, assis dans ce panel, et au sein de cet événement, parce que c'est, je crois, la première fois qu'un représentant d'une compagnie minière a l'occasion de s'y exprimer. Je pense que c'est une bonne chose que l'industrie minière sorte un peu de son microcosme. Je crois qu'on a beaucoup de choses à échanger dans de nombreux domaines avec les entreprises du secteur privé de Côte d'Ivoire. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer l'initiative du président de notre groupement des mines de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Diplot, qui a eu l'heureuse idée de faire adhérer le groupement à la SCGSI. Alors, deux mots d'Endeavour Mining. Endeavour Mining, c'est une compagnie minière exclusivement implantée en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal. Donc nous opérons des mines d'or. Nous sommes leaders en Afrique de l'Ouest. Nous sommes le 8e producteur mondial d'or. Et pour vous donner une idée, cette année, sur l'ensemble de nos mines, nous allons produire environ 45 tonnes d'or, ce qui est de l'ordre de grandeur de la production d'un des pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes cotés sur les bourses de Londres et de Toronto, ce qui, comment dire, nous engage à un certain nombre d'exigences de transparence et de communication sur tout ce qui touche, comment dire, de près ou de loin à des crises potentielles ou avérées. Alors, pour commencer, je veux dire deux mots de la crise Covid qu'on a dû traverser comme tout le monde. Alors, bien sûr, on ne l'a pas anticipé comme tout le monde. On a été obligé de réagir et de s'adapter, avec pour principal enjeu, c'est la préservation de la santé de nos équipes, de nos salariés et des communautés qui sont implantées autour de nos mines, parce que dans l'activité minière, il faut bien considérer que salariés et communautés, en réalité, ne font qu'un. Et donc, on a dû absolument mettre en place un certain nombre de dispositions pour permettre la continuité de nos opérations en préservant, comme je le disais, la santé de toutes ces personnes. Alors pour ce faire, c'est une question, je dirais, d'organisation et de coordination. Alors, organisation dans la mesure où on met en place, comme pour n'importe quelle crise, une cellule de crise, avec, on renforce les compétences internes de l'entreprise. En l'occurrence, pour la crise Covid, on s'est renforcé avec des compétences de santé pour nous aider, nous conseiller sur, comment dire, la meilleure manière de mettre en œuvre rapidement et efficacement toutes les mesures qui pouvaient contribuer, je dirais, à préserver la santé de nos salariés. Mais c'est aussi coordination avec notre environnement et en particulier avec les institutions de santé de Côte d'Ivoire. Et on a établi des connexions étroites, en particulier avec l'INHP, pour bénéficier de conseils particuliers relatifs à nos problématiques propres et qui nous ont permis, je dirais, de traverser cette crise sans un seul jour d'arrêt de production et avec, sans non plus de cas graves qui se sont avérés au sein de nos personnels. J'ajoute un autre élément aussi dans la gestion, dans ce plan de continuité important, c'est que
au niveau de l'approvisionnement, parce qu'il y a une question d'approvisionnement. Donc il y a la chaîne logistique. Les chaînes logistiques ont été fortement perturbées dans le monde entier, et le sont encore d'ailleurs, hein, avec cette crise. Et la politique qu'on avait engagée, mais qui n'était pas, qui était une politique plus large, d'essayer de centrer au maximum nos approvisionnements sur le continent, finalement nous a facilité les choses, parce qu'on a été très peu confrontés, à l'approvisionnement de matières stratégiques venant de l'autre bout du monde. Voilà. Et donc ça a aidé, je dirais, à traverser cette crise. Et en matière de coordination, je rajoute un dernier point, c'est aussi une question de coordination avec, en particulier, notre ministère de tutelle, pour maintenir quelques corridors aériens qui nous ont permis d'exporter notre or, puisqu'on exporte notre or, et puis aussi d'assurer des transferts de personnel et aussi de certaines pièces urgentes qu'on devait approvisionner, qu'on a dû approvisionner en les important par avion. Voilà. Donc je le disais, tout ça, ça nous a permis de ne subir aucun jour d'arrêt de production sur nos mines en Côte d'Ivoire. On avait 2 mines, on exploitait 2 mines à l'époque. Et c'est d'autant plus important qu'on était dans un contexte où le cours de l'or s'est renforcé, comme c'est souvent le cas quand le monde fait face à des crises. Et cette augmentation du cours de l'or, finalement, a bénéficié, bien sûr, à l'entreprise, mais a aussi bénéficié au gouvernement par le biais, d'un mécanisme d'ajustement du niveau de royalty que l'industrie minière verse au gouvernement, qui est indexé sur le cours de l'or. Et donc, je pense que cette façon dont on a pu traverser la crise Covid, avec une production préservée, les emplois préservés, a permis au gouvernement de Côte d'Ivoire finalement de compenser quelque peu les difficultés qu'il a pu rencontrer, que la Côte d'Ivoire a pu rencontrer dans d'autres secteurs. Alors, je voudrais continuer mon propos en focalisant la question des crises sur des éléments qui sont un peu spécifiques à l'industrie minière. Je pense que c'est ça qui est intéressant ici. Et plus sur la manière dont on travaille pour anticiper et éviter, ou en tout cas minimiser la gravité de potentielles crises dont on sait qu'elles peuvent exister du fait de notre activité. C'est ce qu'on appelle acquérir et maintenir notre licence sociale pour opérer, parce que nous savons bien, qu'au-delà, je dirais, du caractère économique de notre activité, celle-ci ne peut durer, s'implanter, s'intégrer dans les pays où on opère de manière durable que si justement on arrive à acquérir et maintenir ce que nous appelons cette licence sociale. Alors, la particularité de l'industrie minière, c'est qu'en fait, on ne choisit pas là où on va construire notre mine. On construit nos mines là où se trouve le minerai, là où se trouve l'or. Et il peut se trouver sous un, dans un environnement où il y a beaucoup de cultures. Il peut se trouver, le cœur du gisement peut se trouver sous un petit village. Et donc, on a bien conscience que, notre installation va générer un impact et donc va perturber l'environnement existant. Et donc tout l'enjeu, le premier enjeu pour éviter qu'une crise se déclenche dès le début, c'est de faire en sorte que cet impact soit positif pour tout le monde, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui vont être impactées, même ceux qui ne vont pas bénéficier directement de l'activité qu'on va générer. Et donc, si on regarde ces questions, il y a 2 grandes questions finalement que nous devons adresser. La première question qui est relative aux terres et aux gens qui habitent dans la zone dans laquelle nous allons nous implanter. Et donc, il y a pour ça des processus qui sont, je dirais, standardisés. Il y a un environnement légal qui existe dans chacun des pays, qui existe en Côte d'Ivoire et qui fixe la manière dont on va indemniser les cultures, dont on va, indemniser les propriétaires terriens, dont on va éventuellement, si le cas échéant, redéplacer des populations. Et donc la réussite de cette opération, qui est une opération sensible, la réussite de cette opération, ça passe par plusieurs choses. Il y a plusieurs critères importants, plusieurs critères clés. Le premier, c'est qu'on agisse là aussi en parfait alignement avec les dispositions
et, je dirais, l'approche que le pays a décidé pour ça. D'accord ? Donc il y a un environnement légal, mais au-delà de ça, il y a, je dirais, une coordination à assurer avec l'administration qui est directement concernée par ces questions. Et donc il est important de travailler en transparence et, je dirais, en bonne coordination avec nos administrations de tutelle sur cette phase-là. L'autre chose qui est très important, c'est qu'il faut respecter la gouvernance locale pour mettre en place, et il faut qu'on ait des procédures, des processus qui soient compris, expliqués et transparents vis-à-vis de nos communautés. Parce que nos communautés doivent, comment dire, avoir confiance, on doit gagner la confiance de nos communautés dans ce processus, et ça passe encore une fois par le respect de la gouvernance locale, c'est-à-dire parler aux bons acteurs, identifier les bons acteurs qui sont les acteurs traditionnels, comme l'évoquait Monsieur le ministre, et puis aussi avoir un processus complètement transparent. Voilà. Et ça, ce sont les conditions de réussite et qui peuvent éviter des crises qui peuvent être graves. On a des exemples de sociétés minières qui ont voulu s'implanter et qui n'ont pas géré correctement tout ce processus-là et dont la construction de la mine a carrément été empêchée, je dirais, pour le dommage de toutes les parties. Un autre élément très important dans ce processus d'implantation, ou disons dans l'implantation de la ville, l'intégration de la mine dans son environnement, c'est la question de l'emploi local. Quand on arrive, bien sûr, on suscite des attentes, énormément d'attentes de la part des communautés, c'est bien normal, on vient chez elles, donc en retour, elles attendent qu'on leur offre de l'emploi. Et là, aussi, pour bien gérer cet enjeu, on doit adresser deux difficultés. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aspirations que de potentiel d'emploi que nous pouvons offrir. Il y a un aspect quantitatif, d'accord ? Mais il y a aussi, et c'est presque plus important, il y a un aspect qualitatif. C'est-à-dire que les mines industrielles, elles emploient des gens qui sont qualifiés, qui ont des métiers, alors qui ne sont pas des métiers très spécifiques, hein, ce sont des métiers de mécaniciens, d'électriciens, de chauffeurs, etc. Mais ce sont des métiers qualifiés, qui ne sont pas forcément présents au moment où la mine s'implante, ou en tout cas pas en quantité suffisante pour donner une réponse quantitative à l'aspiration de la communauté. Et donc là aussi, c'est une question d'anticipation. Pour adresser ce risque de crise potentielle, il faut anticiper la question de l'emploi. Et je peux donner un exemple. Là, on va construire une nouvelle mine industrielle au nord de Bouaké, c'est à côté de la ville de Dabakala. Donc, et dans la construction, ça fait, en un an d'anticipation, on a engagé un plan qu'on appelle un plan d'employabilité qui vise à développer des compétences en amont de l'arrivée, de l'installation du début des travaux, des compétences dans les communautés, sur les métiers de la mine, directs, mais aussi tous les métiers indirects qui sont générés par l'activité minière, de manière à créer un potentiel de personnes employables et ainsi, comment dire, satisfaire à cette aspiration qui est complètement légitime. Mais là aussi, ça demande de l'anticipation et, comment dire, prendre en compte cette dimension-là et ne pas seulement se concentrer sur les enjeux techniques ou financiers de la construction de la mine. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire, ces deux éléments sont fondamentaux. Et une fois, alors l'enjeu ensuite, c'est une fois qu'on a, si je puis dire, acquis cette licence sociale, il faut la maintenir. D'accord ? Parce que c'est une mine, une mine industrielle, ça a vocation à durer longtemps. Je peux prendre l'exemple de la mine d'Ity. La mine d'Ity qu'on opère aujourd'hui, elle a démarré en 1991. On a encore 15 ans d'exploitation devant nous. Alors il y a eu des investissements faits entre-temps, mais le fait est que pour l'emploi, pour les communautés, ça fera une mine qui aura au moins vécu 40 ans. Donc quand on parle d'une séquence de 40 ans, on parle d'une activité durable, quelque part. D'accord ? Et donc c'est tout au long de ces années qu'il faut maintenir cette confiance et cette bonne relation avec les communautés pour éviter que des crises ne surviennent. Et donc,
la manière alors après, c'est la manière de maintenir cette licence sociale, c'est d'abord d'avoir une organisation à l'intérieur de l'entreprise qui intègre cet enjeu. D'accord ? Ce n'est pas juste être là pour répondre au cas par cas et gérer de manière réactive chacune des crises. C'est d'avoir une organisation qui permet justement de mener tout un tas d'actions de manière continue pour éviter qu'une telle crise ne survienne. Et pour vous donner un exemple, donc, on a dans nos équipes régionales, sous ma responsabilité, puisque c'est moi qui suis en charge de ça devant le comité exécutif du groupe, une équipe régionale qui est dédiée à ces questions, je dirais, de ce qu'on appelle de développement durable et de relations avec les communautés. On a sur chacun de nos sites miniers une équipe d'environ 20 personnes dont la mission est de maintenir en permanence ce dialogue avec les communautés, parce que au bout du compte, c'est bien le maintien d'un dialogue transparent avec nos communautés qui va nous préserver, je dirais, d'une crise et qui va nous permettre de vivre ensemble en paix pendant toute la durée de l'exploitation de la mine. Merci. Merci. Et surtout, merci d'avoir tenu dans le temps. J'ai même dit... Nous avons écouté parler la tradition, le ministère, le chef d'entreprise. Il est venu le temps d'entendre donc le représentant des travailleurs en la personne de M. Blé, qui lui va nous entretenir sur les instances de dialogue social. Le professeur Beignet les a cités tout à l'heure, la CIPC, la CCT, le CNDS, et partager avec nous les motifs des crises sociales en entreprise. Monsieur le représentant des travailleurs, pourquoi nous arrive-t-il d'avoir des crises dans les entreprises? Et à ce titre-là, vous voudrez donc nous dresser le panorama des principales crises sociales dans les entreprises et les solutions proposées par les centrales syndicales. Monsieur Blé. Merci, monsieur le modérateur. Je voulais d'abord remercier la CECI pour l'invitation qui est faite aux travailleurs à l'entremise donc de la Confédération Dignité. Donc, au nom de toutes les confédérations syndicales de la Côte d'Ivoire, je voudrais donc vous exprimer toute notre reconnaissance. Alors, la question qui nous est posée, faire le panorama des crises sociales en entreprise, je voudrais déjà dire que ma tâche a été beaucoup facilitée par mes devanciers. D'abord, le ministre qui a donné la définition de crise, ensuite le professeur Beignet, et donc moi je serais beaucoup plus à l'aise de ne même pas, peut-être même m'appuyer sur le document, mais m'appuyer sur mon vécu de travailleur. En résumé, par rapport à ce qui a été déjà dit, il faut dire au niveau des crises qu'il existe effectivement deux sortes de crises. Dans une entreprise, il y a la crise interne et il y a la crise externe. Alors, par rapport à ces différentes crises, si nous devons faire l'état des lieux, d'abord au niveau des crises internes, parce que ça concerne directement les chefs d'entreprise et les travailleurs que nous sommes. À ce niveau-là, au niveau de l'état des lieux, il faut le dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a des entreprises assez organisées autour de la CGCI et de FMI-PME, qui sont donc des entreprises organisées et qui sont des entreprises citoyennes avec lesquelles nous discutons au quotidien des réalités du monde du travail. Quand je dis nous, je veux parler des représentants des travailleurs, les 5 confédérations que compte le monde du travail. Et avec cette entreprise, nous avons pratiquement
quand je vais parler des crises internes, une paix sociale avec les entreprises citoyennes, la CGCI et les petites et moyennes entreprises. Parce que le cadre de travail et de collaboration du dialogue social existe. On a d'abord, entre employeurs et travailleurs, un cadre, la CIPC, où tous les représentants des différentes organisations des travailleurs et les entreprises se retrouvent au quotidien pour discuter de tous les points. Et ça fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a véritablement au niveau de l'entreprise une paix sociale. En dehors des entreprises, d'autres entreprises, qui sont des entreprises qui ne respectent pas du tout la législation du travail, que nous dénonçons toutes les centrales syndicales à chaque fête du 1er mai, parce que ces entreprises sont en conflit avec la loi. Quand on parle du travail décent, le SMIC, le salaire minimum qui devrait être garanti, ne l'est pas. Et donc, au niveau donc de la rémunération salariale, ces entreprises ne respectent pas du tout la loi. Il y a aussi la protection sociale. Ces entreprises ne déclarent pas leur personnel à la CNPS. Elles n'assurent même pas la protection sociale au niveau de l'assurance maladie. Les conditions de travail sont délétères. On a eu à visiter des entreprises qui produisent au niveau des produits chimiques, qui ont des produits sur le marché, mais à l'intérieur, il n'y a pas de structure de santé et sécurité au travail. Et c'est là que nous appelons les inspecteurs du travail de temps en temps à réagir. Et c'est avec ces entreprises véritablement que, en ce qui concerne le monde syndical, quand je vais parler du milieu des entreprises, que véritablement, vous voyez, les mouvements d'arrêt de travail se répètent, parce que le mouvement d'arrêt de travail est généralement dû à un déficit de dialogue. Et le dialogue, vous le savez, quand le travail décent n'est pas respecté, je l'ai tout à l'heure dit, les conditions salariales, la protection sociale, le dialogue social n'est pas lieu, les conditions de travail sont pratiquement, ne sont pas bonnes. Dans ces conditions, il y a une crise interne. Mais comme je l'ai dit, j'ai bien fait le distinguo entre ces différents groupes, entre la CGCI avec lesquels nous sommes toujours en concertation. Alors, la deuxième crise, en ce qui concerne la crise externe, qui est venue bouleverser pratiquement tout, la pandémie à coronavirus. Mais nous avons pu amortir le choc parce que employeurs et travailleurs avaient déjà un cadre de concertation. Et nous nous sommes retrouvés et pour voir quelles sont les solutions qu'on pouvait trouver dans les textes qui régissent notre législation du travail. Là où nous n'avons pas pu, ensemble, nous avons identifié des solutions et que nous avons proposées à l'État. C'est ce qui a sauvé l'économie ivoirienne. La bonne organisation qui était déjà en place entre les travailleurs et les employeurs. Et ça facilitait la tâche à l'État. Et ensemble, unis, travailleurs et employeurs, nous sommes allés vers l'État pour que l'État puisse apporter son appui. Et c'est ce que tout à l'heure le professeur Beignet vient de le dire, à travers les différents fonds que l'État a octroyés, pour donner du souffle, pour ne pas que les entreprises s'écroulent définitivement. On sait, ça n'a pas du tout été facile, que par rapport à la gestion des fonds, nous avons eu beaucoup à redire. Parce que ce sont des structures qu'il faut améliorer. Mais aussi, au niveau des travailleurs, cette crise qui est externe nous a rappelé que tous les ingrédients n'étaient pas réunis
pour assurer la protection du travailleur. Et c'est là qu'on a pensé à l'assurance en chômage. Parce que l'absence de l'assurance chômage était l'un des éléments les plus graves qui a mis en difficulté les travailleurs. Mais à partir de ce que nous avons vécu, je crois que la Confédération Dignité a fait un projet que la CGTI a bien reçu et sur lequel nous sommes en train de travailler pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette question. Et donc, je voudrais déjà saluer la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour cette initiative noble, parce que vraiment, c'est un élément, l'assurance chômage est un élément très important sur lequel nous tenons. Alors, en termes de solutions, il y a encore un peu de temps. Alors, je pense que en Côte d'Ivoire, on a mis les instruments de dialogue. Les entreprises et nous, on a la CIPC, le cadre, la CCT aussi, qui est le cadre de concertation avec lequel nous arrivons à arrondir les angles avec employeurs, travailleurs et État. Nous essayons donc d'apprécier toutes les décisions que l'État doit prendre avant que ces décisions-là ne soient véritablement endossées par le gouvernement. Et il y a le Conseil national de dialogue. Le Conseil national de dialogue. Seulement, nous, travailleurs, au niveau du Conseil national de dialogue, nous avons un pincement au cœur. Cet outil-là n'arrive pas pour le moment à combler nos vœux. D'abord, par sa position stratégique. Elle est logée au ministère de l'Emploi. Donc, considérée comme une sous-direction du ministère de l'Emploi. Et donc, quand nous avons affaire à un autre ministère, ça ne leur dit rien. Ils pensent que c'est un ministère qui vient faire injonction à un autre. Donc, nous avons demandé que ce Conseil national de dialogue-là soit au moins, s'il ne peut pas être autonome, soit au moins logé à la primature. Pour qu'il soit un peu au-dessus des ministres. Sinon, les interpellations, des recommandations ont été faites par des ministères où on n'a pas eu de suite. Donc, au niveau du Conseil national de dialogue, je pense que c'est son positionnement qui nous pose des problèmes. Sinon, employeurs, travailleurs, représentants du gouvernement, tout le monde est présent pour travailler et s'active à travailler. Mais son positionnement ne nous permet pas de régler les problèmes. Et je voudrais donc terminer pour dire que le vœu des travailleurs que nous caressons, effectivement, c'est cette assurance chômage pour les travailleurs, mais le repositionnement du CNDS. Je vous remercie. Merci, M. Bly. Alors, chers et distingués auditoires, donc, voici les 4 présentations qui vous ont été faites. Je suppose que dans la salle, il y a des personnes qui souhaiteraient ou bien apporter leur contribution ou alors demander des précisions. M. Baudot va se rapprocher. Alors, s'il vous plaît, vous vous présentez et vous dites à qui est destinée votre interpellation. Expert en développement durable et RSE, pour ceux qui me connaissent sur cet angle-là. D'abord, je remercie les organisations de ce panel, les organisateurs et le choix du thème qui nous permet de réfléchir à des outils pour la prévention des crises sociales et sociétales. Et aussi dans le choix des panélistes. Parce que quand je vois M. le ministre qui représente la chefferie traditionnelle et
un représentant d'un secteur stratégique et très sensible, qui est celui du secteur minier, cela me réjouit énormément parce que dans le thème général des assises donc de la CGCI Académie de cette année, qui est crise et résilience en Afrique, naturellement le secteur des ressources minières est une question dont nous devons débattre. Et bien sûr, on met en avant la question de la crise de la Covid. Mais avant la crise de la Covid, après la crise de la Covid, il y a aussi d'autres crises auxquelles nous pourrons faire face. Et celui de la question minière qui nous interpelle. Et en tant qu'acteur du secteur, pour avoir accompagné des entreprises minières, je continue de le faire dans l'élaboration de plans de développement locaux. Je connais bien l'entreprise que vous représentez. J'ai été celui qui a élaboré depuis 2015 le plan de développement local minier de Agbaou, dans une situation de crise, là où les communautés ne se parlaient plus. Et donc c'est depuis qu'il y a eu cet enclenchement de ce plan au nom de mon cabinet Global Consulting. Et donc, nous sommes dans la réflexion, parce que j'accompagne d'autres compagnies minières dans la même dynamique. Nous sommes dans la réflexion. Quand je vois les représentants de la chefferie, vous savez que dans nos communautés, nous n'avons pas suffisamment de compétences pour accompagner ces processus de développement. Et toutes les bonnes actions que vous avez citées ont quand même une faille, quelque part, en fait, des limites. Des limites. Vous avez vous-même dit que tout de suite, il y a un afflux de candidatures pour l'emploi. Donc l'emploi à travers la mine. Donc il y a tout de suite un intérêt à ce que les communautés veulent être employées dans la mine. Et après, vous créez aussi un dispositif d'emploi indirect autour, vous accompagnez. Mais ce n'est pas le métier de la mine de le faire, de créer des emplois indirects. Mais aussi des études ont prouvé que quand une mine disparaît, c'est la pauvreté qui s'installe. Parce que quand une mine disparaît, les emplois directs disparaissent. Et les emplois indirects aussi liés à la mine disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En matière environnementale, il y a un dispositif qui est, je pense, salutaire, celui du récapage, donc du reboisement, du récapage, de la reconstitution des terres qui ont été impactées. Mais en matière sociale et sociétale, ce dispositif de maintien de l'emploi sur le long terme n'est pas encore une réalité. Est-ce que vous voyez? Et donc, la réflexion aujourd'hui, c'est comment développer l'économie locale. Comment, à travers les fonds de développement locaux, les comités de développement locaux qui existent, réussir à développer l'économie locale. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites en la matière. J'ai aussi des solutions. Et je suis heureux que vous ayez cité votre groupement parce que nous sommes en train d'expérimenter ces modèles-là avec certaines mines. Je serais intéressé à échanger avec votre groupement. Merci. Alors, ce qui nous aurait intéressé, nous, c'était plutôt que vous nous fassiez part, j'allais dire, de vos commentaires. Non, mais disons que là, on vous a entendu dessus. Non, attendez, on va vérifier d'abord que d'autres personnes ne sont pas intéressées à intervenir. Parce que, bon, vous avez... Oui, pardon, là... Oh oui, si, non, mais il est resté trop longtemps. Oui, non, vous... Terre minérale, il y a des gens qui se lancent dans l'exploitation artisanale. Quelles sont vos relations? Alors donc là, vous avez... Bien que vous ayez fait cette intervention, parce que dans mon petit intervention, j'ai omis un petit paragraphe et je voulais évoquer cette question. Alors effectivement, la question de la pérennité de l'activité économique dans une zone minière se pose. Maintenant, je voudrais quand même relativiser un tout petit peu en vous redonnant l'exemple d'Ity. Même si je veux rebondir sur votre point. Je répète que la mine d'Ity aura une durée de vie qui va dépasser 40 ans. C'est-à-dire qui va dépasser la durée de vie de nombreuses entreprises qui ne sont pas dans le secteur minier. Donc cette question n'est pas une question qui est strictement spécifique au secteur minier, c'est une question générale que moi j'ai vécue d'ailleurs dans mon pays. À la fin de l'activité, comment dire, de la sidérurgie, il y a une mutation technologique, etc., une mutation économique, et à un moment donné, vous avez une région qui tout d'un coup doit subir une chute d'activité économique. Donc cette question-là, c'est une question très très importante dans la vie d'un pays, mais ce n'est pas une question qui est
strictement spécifique au secteur minier, je veux le dire. Alors maintenant, nous, en tant que responsables et industriels miniers, on a bien sûr conscience de ça. Et si vous voulez, nous, ce qu'on essaye de développer comme idée force, c'est de se dire, quand on construit une mine quelque part, on voudrait que cette mine soit l'initiateur d'un pôle de développement économique de la région. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un gros investissement. Hein. Une mine industrielle, c'est autour de 500 millions de dollars. D'accord ? C'est un gros investissement. C'est un investissement en infrastructure. Souvent, on est amené à construire une ligne électrique pour alimenter la mine. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans d'autres secteurs, on peut être amené à construire un barrage pour gérer l'eau, etc. Donc tout ça, ça constitue des infrastructures qu'on apporte et qui doivent bénéficier au-delà, comment dire, de l'activité minière proprement dite. D'accord ? Ça, on en a bien conscience et on en fait une politique. Alors, sur le plan très concret, qu'est-ce qu'on fait ? On a créé une société d'investissement qui s'appelle Ecodev, donc qui est financée à 100% par la compagnie minière, par le groupe Endeavour Mining, et qui participe, dont la vocation est de favoriser la création d'entreprises dans la zone d'impact de nos mines, donc autour de nos mines, d'entreprises qui n'ont rien à voir avec l'activité minière et qui vont créer de l'emploi durable, là aussi direct et indirect, pour justement concrétiser cette notion de pôle de développement économique. D'accord ? Donc pour vous donner juste un exemple, on a investi au Mali, co-investi, alors c'est une société d'investissement, c'est-à-dire qu'on recherche un business plan, on recherche une opportunité de développement économique et on recherche un partenaire national qui va investir et qui va opérer, comment dire, ce nouveau business, et nous on va l'accompagner financièrement et on va aussi fournir un appui technique. Donc comme ça, on a créé au Mali, on a investi dans la première usine de transformation de beurre de karité, qui est au Mali, alors que le Mali est le deuxième producteur mondial de karité, il n'avait pas d'usine de transformation de karité. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la mine, mais pourquoi on a fait ça ? Parce que ce faisant, on a impacté 20 000 femmes au Mali, dont 10 000 dans la zone d'implantation de notre projet minier, pour essayer, comment dire, de rendre une activité économique, qui n'est pas avec la mine, mais en tout cas de la renforcer, de la sécuriser, de la structurer, pour que justement elle perdure, je vais dire à côté de l'activité minière et au-delà, si possible. Et on a d'autres projets comme ça, et on en a donc aussi certains en Côte d'Ivoire. Mais je reconnais bien que c'est pas facile, parce que, comment dire, une mine industrielle, ça génère environ 1000 emplois directs et indirects, enfin des gens qui travaillent directement sur la mine, et puis une foultitude de services locaux, et puis nationaux, et donc avoir la prétention de remplacer tout ça, c'est une ambition que peu d'industriels sont capables de faire. Mais par contre, en avoir conscience et y contribuer, c'est très important. Est-ce que je rebondis ? Oui, alors rapidement sur la question de l'activité d'orpaillage artisanal ou illégale. Alors, c'est un enjeu majeur pour les compagnies industrielles, d'accord ? Parce que, si vous voulez, on se trouve dans de nombreux cas, quasiment partout sur nos sites miniers, en situation où, sur les permis miniers ou les licences d'exploitation que nous a accordé l'État pour exploiter un gisement qu'on a découvert, on a des gens qui sont là pour orpailler et prélever de l'or. Bon. Alors, c'est quelque chose qui est multiforme. Donc, alors, pour répondre précisément à votre question, vous avez des cas où vous êtes en face de gens qui font ça de manière ancestrale, d'accord ? C'est culturel, ce sont les femmes qui vont faire de l'orpaillage traditionnel, par exemple dans les contre-saisons, etc. Donc, face à cette activité-là, il y a des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre. On trouve
on coopère, on se coordonne, on trouve des accords pour que ces activités-là puissent, comment dire, perdurer en coexistence avec notre activité minière, industrielle, qui n'a rien à voir en réalité. Bon, mais après, on est confronté à d'autres phénomènes. On est confronté à des phénomènes beaucoup plus difficiles à aborder, qui sont, comment dire, des organisations non officielles qui mobilisent des orpailleurs par milliers, d'accord, et qui viennent, comment dire, cette fois-ci, agir sur les permis qu'on nous a attribués, sans autorisation, sans formation, etc., en totale illégalité au regard des dispositifs légaux qu'a pris le pays. Donc là, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, on travaille en étroite collaboration avec les institutions qui sont en charge d'adresser ces questions-là, nos ministères de tutelle. Et puis il y a aussi une nouvelle unité, enfin une disposition qui a été créée au niveau du Conseil national de sécurité pour, comment dire, gérer ces questions-là. Je peux vous donner un exemple. Hein. On a sur notre futur permis sur nos futures mines de Lafigué, on a eu un afflux, quand le gisement a été découvert, on a eu un afflux massif d'orpailleurs qui comment dire, menaient leur activité de manière totalement illégale, avec à plus des conséquences sociétales importantes, hein, parce que, si vous voulez, c'est autour de ça, de cette activité-là, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est, comment dire, le banditisme, etc., vous le savez bien. Et donc, en fait, on a pu, parce que, encore une fois, je parlais de coordination, parce qu'on a travaillé de manière efficace avec les pouvoirs publics, adresser cette question, je dirais, paisiblement. Mais là, on est plus dans un problème, comment dire, de situation illégale à adresser. Voilà. Vous avez parlé de tout, sauf... Ce sont les gens qui font de l'orpaillage artisanal illégal, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser du mercure. Dans nos sociétés, il n'y a pas 1 gramme de mercure. On n'utilise pas. Ça marche. Ça marche. Donc je répète, on n'utilise pas le mercure. Et donc effectivement, quand je parle des femmes qui... Je vais y venir. Mais j'essaye d'y aller. Monsieur le ministre est pharmacien, donc il sait de quoi il parle. Non, mais tout à fait. Mais je crois que je peux apporter des réponses claires. Sur le mercure, donc l'orpaillage traditionnel n'utilise pas de mercure. On travaille à l'abatté, on identifie les paillettes d'or visibles, on les récupère par l'abatté, on n'utilise pas de mercure. C'est seulement quand on veut pousser plus loin avec des gens qui utilisent des produits illégaux, qui n'ont pas le droit d'utiliser, alors le mercure de toute façon, et aussi le cyanure, parce qu'ils ne l'utilisent pas dans des conditions requises, à ce moment-là, ça crée des problèmes environnementaux. D'accord ? Et au-delà de ça, hein, parce que je veux juste... mais je vais d'abord, pour pas me sortir de la question. Concernant le cyanure, alors, c'est vrai que l'industrie minière utilise du cyanure, mais elle l'utilise de manière totalement contrôlée. Et si vous voulez, je vous l'affirme. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes pharmacien, vous devez savoir que le cyanure, c'est un produit qui se détruit très facilement. Il se détruit avec de l'oxygène, il se détruit par les rayons, comment dire, UV de soleil. Ça veut dire que, si vous voulez, à l'intérieur de nos usines, dans nos cuves, on utilise des cuves en métal dans lesquelles on attaque notre minerai avec, on dit attaque, on met du cyanure avec notre minerai. Il n'y a pas 1 gramme de cyanure qui part dans l'environnement. Et on est contrôlé, bien sûr, et c'est bien normal, il y a des institutions qui nous contrôlent, le CIAPOL en particulier, on fait des rapports, etc. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas 1 gramme de cyanure qui part dans l'environnement. À la sortie de ces cuves, ces solutions dans lesquelles on a mis du cyanure, qui a été partiellement déjà consommé, vont dans des bassins qui sont des bassins étanches, dans lesquels il y a des bâches complètement étanches, et on contrôle l'étanchéité de ces bâches. Et dans ces bassins, on détruit le cyanure. Et je vous l'ai dit. Alors, on le détruit. Si on veut accélérer sa destruction, il y a des installations qui utilisent des produits chimiques comme de l'eau oxygénée
ou de l'oxygène, qui sont des produits qui sont pas dangereux, qui se dégradent, qui ne font pas de sous-produits. Et le cyanure lui-même se transforme en gaz carbonique et en azote. Donc il n'y a pas d'impact environnemental de la part de l'activité minière industrielle relative au cyanure. Par contre, et là vous avez raison, vous avez les gens qui font de l'activité d'orpaillage illégale et qui ne se contentent pas de faire de la bâtée, qui récupèrent des minerais, qui creusent des bacs sans précaution, qui mettent de l'eau, qui rajoutent des cyanures, et puis ensuite ils vident ces bacs, ça va dans la rivière, oui, mais ça c'est l'orpaillage illégal. Et le cyanure, ils se le procurent également de manière illégale. Et je dois dire que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour lutter contre cette activité-là. Monsieur le ministre, monsieur le roi, vous avez, dans la présentation que vous avez faite, évoqué la situation des alliances. Ce qui fait que je suis sûr que dans cette salle, si je me mets avec quelqu'un et qu'on commence à discuter, au bout d'une heure, on va certainement se trouver des affinités parce qu'on a été au collège ensemble, parce qu'on est neveux, cousins de personnes qui se connaissent. Comment, alors qu'on a toujours vécu dans cette ambiance multiculturelle en Côte d'Ivoire, un matin, on s'est retrouvés à nous battre les uns contre les autres en Côte d'Ivoire? Est-ce que le principe, j'allais dire, de l'alliance n'a pas été suffisamment bien ancré dans nos esprits pour faire en sorte qu'un jour, on se soit retrouvés ennemis les uns en face des autres en train de nous... Les alliances sont orientées, ce n'est pas multidimensionnel. C'est-à-dire que vous ne, en tant qu'ethnie, vous n'avez pas d'alliance avec toutes les autres ethnies. Donc, par exemple, moi je suis à Djoukourou, je sais qu'il y a des Dida, nous avons une alliance de non-agression et tout. Mais je ne vais pas avec les autres. Et donc, on peut palabrer avec les autres sans tenir compte de l'alliance, parce qu'on n'a aucune alliance. Mais vous avez parlé des mariages interrégionaux aussi. Oui, justement. Voilà. C'est pour ça que je parle de mariage exogamique. Oui. C'est-à-dire en dehors du clan familial, en dehors de la grande famille, comme ça, parce que de toute façon, un mariage, naturellement même, ce n'est pas un mariage de deux hommes, c'est un mariage de famille et de religion. Et donc, justement, ça donne des rapprochements qui font qu'on ne va pas aller se battre pour rien, alors qu'on est parents, on est mariés. C'est ça le problème. Je vois là-bas à l'ouest, les Yacouba, je ne sais pas, avec les gens de Ferke et tout ça, ils ont des alliances. Quand on va à la chambre, il y a beaucoup qui ont des alliances. Et ça devait faire en sorte. Mais ce qui a amené tout ça, c'est la course au pouvoir. Il faut le dire. Il faut le dire, nous sommes obligés d'analyser les choses réellement, de façon passive, pour trouver une solution ad hoc, comme dirait les latins. Et donc on ne peut pas... tout à l'heure, j'ai été, en tant que chef quand même, j'ai parlé de la rupture, c'est malheureux, mais il faut le signaler, il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que tout ça disparaisse. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il faut qu'en sorte tout ça disparaisse et qu'on retrouve la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le président a mené l'esprit de l'Ivoirien nouveau. La délinquance, la défiance, tout ça, il faudrait que ça sorte. Moi, je suis chef de village, hein, mais le village, c'est plus dangereux maintenant qu'en ville. Parce que même le vol est devenu une activité économique. La drogue, le vol des tasses de DVA, c'est une activité économique. Et puis, il y a des drogues. J'ai détruit 11 fumoirs dans mon village. Ce qui m'a surtout embêté, c'est qu'après avoir détruit ça, j'ai tout brûlé. Je les amenais à la police, à la gendarmerie. Et 2 semaines après, je les revois tous au village. Et moi, c'est ma vie qui est en danger. Donc il y a quand même, il faut voir ça réellement. Il faut voir ce qu'il faut faire. C'est ça qui amène la guerre. Surtout aujourd'hui, cette histoire d'ethnie. Il faut qu'on arrête ça. Cette histoire de Nord. Vous savez, c'est à Dabou qui a eu les plus graves choses. Je ne sais pas si vous avez appris. La dernière crise électorale. Moi-même qui suis de la médecine, je n'ai pas pu supporter les images. Les villageois, on a attaqué tous leurs villages. Heureusement que c'est des nageurs. Ils sont tombés dans l'eau, ils ont nagé pour aller de l'autre côté. Et tout ça, bon, les gens se sont organisés pour contre-attaquer. C'est vraiment pas bon. Alors qu'on a toujours vécu en bonne sagesse. Par exemple, chez nous, les adultes, quand on dit Hutu,
Mon étranger, on ne doit pas le déranger, on te prend. Mon étranger, on lui renseigne, il lui fait tout. Mais aussi l'étranger doit savoir aussi s'appeler l'étranger. S'appeler l'étranger. Je vous donne un exemple. Il y avait un petit village, un campement qui est devenu un village. Il y a beaucoup de gens là, c'est dehors. Mais la terre appartient au village. On a voulu prendre un chef venu du je ne sais où pour se dire non. C'est quand même. C'est minimum le problème de terre. Du problème foncier, c'est une bombe à retardement si on ne fait pas. Heureusement que l'État a pris quand même l'avance et qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Sinon, c'est ça le problème foncier. Et des gens qui ne sont pas, qui sont venus d'ailleurs, vous avez avec Paybo, vous avez entendu parler de Gouremi ou quoi, Gouremi ou autre là. C'est ça le problème foncier. Et nous, ça nous pose des problèmes. Nous faisons en sorte d'intégrer les communautés. Moi, quand je vais sur la place du village, j'appelle toutes les communautés étrangères. Et quand des travaux, on remet à tout le monde. On fait en sorte que tout se passe bien. Mais c'est vraiment, c'est comme le grisou, quoi, un coup de grisou, puis ça peut repartir. Il faut que tout le monde change. Alors, Majesté, nous allons profiter de ce que vous avez le micro donc pour faire la conclusion de ce panel. Vous avez 1 minute pour le mot de la fin. Oui, j'ai une idée. Bon, je savais très bien que j'étais un peu orienté. La Confédération des grandes entreprises ne va pas venir comme ça faire de la philanthropie. C'est que c'était le Covid, la crise du Covid-19 qui a orienté tout ça parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. Vous avez mis le Covid en tête, mais vous avez étalé aussi sur tous les autres. Je pense que c'est une bonne chose de répertorier tout ce qui ne va pas et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Vraiment, il faut que ça change. Il faut absolument que ça change, qu'il n'y ait pas cette histoire du nord, du sud. Non, nous sommes des Ivoiriens tous. Et même les États-Unis, je dis c'est quoi? C'est les gens qui sont venus tous d'ailleurs et qui ont fait une grande nation. Le président Foucault a laissé venir tout ce monde-là, qui a été intégré et digéré. Si maintenant on va chercher, on va faire de l'automutilation, parce que vous allez abîmer quelqu'un, vous ne savez même pas qu'il y a de la famille en bas. Donc ce que nous devons faire, c'est que les Ivoiriens reprennent conscience et que nous repartions unis. Nous vivions comme avant. Notre pays a été une locomotive devant. Quand nous étions partis à Dakar pour jouer au football la Coupe d'Afrique, excusez-moi, mais on devait jouer contre la Zambie. Et les gens avaient peur de la Zambie. J'ai dit aux joueurs, mais qui connaît la Zambie en Côte d'Ivoire? Dans la région, on ne connaît pas la Zambie, on connaît la Côte d'Ivoire. Si économiquement nous sommes en tête, c'est au football que cela va nous battre. Nous, ça ne peut pas accepter ça. Et on les a battus. Merci. Je passe. Merci, Majesté. Merci, Majesté. Professeur, votre mot de la fin. Je voudrais à mon tour remercier la Confédération. Et nous avons bien noté la préoccupation de notre ami le syndicaliste qui souhaite que l'assurance chômage soit mise en place. C'est une préoccupation de tout le monde. Les réflexions sont en cours. Et Dieu merci, la crise nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, notamment l'assurance chômage. C'est un élément que j'enseigne souvent, mais on me dit, mais ça sert à quoi cette histoire? Maintenant, on voit que c'est... Nous avons voulu anticiper, et vous savez, ce n'est pas notre point fort, l'anticipation en Afrique. Hein. Bon, donc, oui. Il a dit qu'il voulait déloger le conseil de l'emploi pour envoyer à la primature. Moi, j'ai une remarque. Vous n'avez pas peur, vous avez peur de l'emploi, du ministère de l'Emploi, et vous n'avez pas peur de la primature qui est au-dessus. Ça m'étonne. Hein. C'est une drôle de solution. Voilà, monsieur le ministre, vous avez justement... nous avons retourné la question sur tous les ans. On n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent aller à la primature et ainsi de suite. Objectivement. Bon, leur argument, ils disent que, vous avez entendu, il a dit que c'est une question d'autorité. En réalité, vous savez, il y a beaucoup de projets qui sont morts à la primature. Je vous le dis. Morts à la primature. Et le problème, c'est de dire comment on fait pour que le dialogue soit fructueux. Je pense que ce sont les animateurs qui posent problème en réalité. Ce n'est pas la question de statut. En gros, ils disent, si nous sommes une institution, ils veulent être une institution. Mais il y a beaucoup d'institutions de dialogue social en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, il y a beaucoup d'institutions. Il y a une institution qui est là, mais il y a des conflits.
Donc, ce n'est pas le statut en tant qu'institution qui fera que le dialogue va prospérer. Mais on réfléchit, hein, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on pense que c'est l'arrimage à la primature ou alors le statut d'institution qui fera que le dialogue va prospérer. En réalité, je pense qu'il faut anticiper les événements, il faut les adresser. Ce que moi je note personnellement, ça c'est mon point de vue, c'est que les différents acteurs n'ont pas le temps. Ceux qui sont chargés d'adresser les questions font plus de la représentation. Parce que vous savez, parfois les discussions peuvent perdurer des mois, des semaines. Or, vous n'avez pas le temps. Les uns et les autres n'ont pas le temps. Donc, on survole les questions et puis les choses restent en état. Bon, donc, par contre, et nous allons poursuivre les discussions avec vous. Il y a des chantiers importants. Notamment, nous avons fait plusieurs séances de travail. Nous souhaiterons que les inspecteurs, effectivement, sortent de la logique du contrôle et rendent la logique de la prévention aussi. Et nous sommes en train d'y travailler. Alors là, même, logiquement, on doit avoir une réunion cet après-midi. Les inspecteurs doivent aider. Nous avons une grande partie de nos concitoyens qui n'ont aucune protection sociale. Malgré les outils qui sont mis en place, le régime du travail indépendant, il y a des campagnes, mais beaucoup de gens ne savent même pas de quoi il s'agit, ils ne sont même pas intéressés. Les retraites complémentaires du secteur privé et des fonctionnaires, ça demeure encore une vie d'esprit, alors que les tests sont pris. Hein. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que les inspecteurs fassent de la sensibilisation, que toutes les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire déclarent leurs travailleurs à la CNPS. Et donc, nous avons travaillé pour améliorer la convention avec la CNPS pour que ces inspecteurs sortent de leur logique habituelle et fassent de la sensibilisation, du contrôle pour que tous les travailleurs aient une protection sociale. Que le régime des travailleurs indépendants prospère. Vous avez des gens qui travaillent pendant plusieurs années et à un moment donné, ils deviennent des mendiants, ils sont à la charge de leurs parents. Alors qu'on leur offre la possibilité d'avoir une protection, d'avoir une retraite, d'avoir ainsi de suite. Donc tout ça, nous sommes en train d'y travailler et vous serez associés fortement. Mais votre question des choses, bon, ça, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Je vous le dis, et tout le monde le sait. Je dis que ce n'est pas le rang de l'institution. Il y a beaucoup d'institutions qui ne fonctionnent pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas, ils sont des institutions, bon, à l'occasion, on les voit à la télévision et puis c'est tout. Et c'est le contenu, c'est le travail des acteurs, c'est ça le plus important. Voilà. Merci, professeur. Monsieur Bernasconi. Oh, j'ai déjà beaucoup parlé. Oui. Non, je veux simplement dire que j'ai trouvé que c'était très intéressant de partir d'une vision très, très globale et très stratégique et puis de descendre, comment dire, aux problématiques très concrètes d'une industrie comme la nôtre et de voir comment tout ça s'articule. Et encore une fois, merci pour m'avoir donné l'opportunité de participer à ce panel. Oui, je veux remercier la CESCI et puis dire au ministre et aux représentants du gouvernement la préoccupation des travailleurs sur l'ancrage de la du CNDS, le Conseil national de dialogue. Vous savez, le CNDS est sous le contrôle du ministère de la protection sociale, de l'emploi et de la protection sociale. Quand nous avons cette structure de dialogue, c'est la structure nationale de dialogue au niveau de tout le monde du travail, secteur public, secteur privé. Malheureusement, quand une commission ou bien même saisit un ministère par rapport à des préoccupations, les différents ministères n'accordent toujours pas assez de crédit. Donc, au niveau même de la structure, il y a des représentants de l'État. Nous nous sommes dit, est-ce que ce n'est pas le positionnement de la structure qui pose problème? Et c'est à ce niveau-là que nous avons dit,
On a fait 2 propositions, c'est sur lesquelles le professeur est revenu. Est-ce qu'il ne faut pas placer la structure sous la responsabilité du Premier ministre, de sorte que si elle va dans un ministère, il y a l'autorité du Premier ministre qui est là, et qui donc, cette structure qui est placée au-dessus du ministère peut avoir donc du crédit par rapport à son positionnement. Malheureusement, jusqu'à présent, bon, on n'a pas encore la réponse et je comprends maintenant, même le représentant du gouvernement, quand il n'arrive pas lui-même à comprendre le positionnement, ce n'est pas parce qu'on veut le faire, parce que cela nous fait plaisir. On a vu l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a la meilleure structure de dialogue en Afrique. Dialogue social. Le pilier de l'économie est la Côte d'Ivoire. Le pilier du dialogue, la Côte d'Ivoire est l'une des structures, l'un des pays qui traîne derrière au niveau de structures de dialogue en Afrique. Elle est l'un des pays qui ne fait pas véritablement la promotion du dialogue social. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crises dans le secteur public. Avec le secteur privé, nous avons pu circonscrire la chose. Mais comme le public lui-même, le gouvernement lui-même, ne comprend pas encore le positionnement du dialogue en tant qu'outil d'utilité pour son fonctionnement, on n'accorde pas toujours du crédit. Et ça, vraiment, nous sommes désolés. Pour terminer par rapport à ce qui est mon vœu, je voudrais d'abord remercier aussi le ministère par rapport à notre requête sur l'assurance chômage. Parce que c'est une question que le gouvernement ivoirien, dès les premières heures, avait déjà réglé avec le président Houphouët-Boigny. Et puis on ne sait pas par quel miracle cela est parti. Et bien donc, nous appelons aujourd'hui de tous nos voeux le retour de cette assurance chômage pour protéger véritablement les travailleurs. Et pour terminer, j'encourage vraiment la CGCI pour cette initiative qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais un autre vœu par rapport aux travailleurs, je voudrais donc que la CGCI fasse véritablement du lobby auprès des autres entreprises qui sont encore en retard, qui ne sont pas encore affiliées à la CGCI. Parce que ce sont ces entreprises véritablement qui peuvent encore exploser le front social. Merci. Merci, messieurs, qui avait animé le panel. Si je puis me permettre, donc, juste une remarque par rapport à ce que j'ai entendu sur le positionnement du Conseil national du dialogue social. Monsieur Bly vient d'évoquer la situation du Sénégal. J'y étais dernièrement. Et dans une discussion que j'ai eue avec eux, je leur ai fait cas d'une spécificité que nous avons en Côte d'Ivoire, celle de la Commission indépendante permanente de concertation. C'est-à-dire, c'est une entité indépendante qui est juste, j'allais dire, l'initiative entre les représentants des syndicats et les représentants des employeurs, qui marche en dehors de tout cadre formel, mais à l'intérieur duquel toutes les situations sont traitées avant d'être soumises en CCT, avec donc l'assistance du gouvernement, et où généralement tout se passe dans le meilleur des cas. Et quand j'ai exposé sur cette situation au Sénégal, mais ils nous ont dit qu'ils vont nous envoyer très bientôt une délégation pour venir copier sur nous. C'est dire donc que ce n'est pas tant le positionnement qui est le plus important que qu'est-ce qui se fait à l'intérieur des cadres de discussion que nous mettons en place. C'est vrai que le CNDS est un cadre beaucoup plus large qui va au-delà du simple cadre du privé pour regrouper aussi des travailleurs du public. Et c'est, comme le faisait remarquer M. Bly tout à l'heure, c'est à ce niveau-là qu'on a quelques soucis. Et je conclurai en disant que si le thème général de cette session de ce GECI Academy est crise et résilience, justement à travers les outils qui sont dans le Code du travail ivoirien, le Code de 2015,
il y a énormément de moyens qui sont mis à notre disposition pour justement nous donner la faculté de cette résilience. Et même en dehors du cadre du Code du travail, il y a un article du Code civil, mais qui est un article du Code civil qui fonde la majorité des principes du Code du travail, c'est l'article 1134. C'est un article qui dit que la convention entre les parties, lorsqu'elle est légalement faite, leur tient lieu de loi. C'est-à-dire que chaque fois que les travailleurs et les employeurs, même dans un cadre restreint, se mettent d'accord sur une modalité de règlement d'une situation, cette modalité-là vaut loi entre elles. C'est donc ce principe-là qui fonde le dialogue social dont on parle si souvent, et c'est ce dialogue social-là qui permet la résilience lorsque dans une entreprise, une crise survient. C'est sur ces mots-là, en tout cas, je souhaite que chacun d'entre nous ici rentre chez lui en ayant, en tout cas, participé à ce panel-là avec beaucoup de profit et que ce qu'il en a retenu puisse être partagé dans les environnements où il sera aussi. Merci mesdames, merci messieurs pour être restés jusqu'à la fin et je vous prie de faire un banc donc à nos panélistes. Merci.